Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'auditorium de la Fondation Pernod Ricard. On est très content de commencer ce cycle de rencontres, la première de la saison, puisque cette année, nous commençons donc les discussions avec les artistes invités un peu plus tardivement que l'année dernière. Et pour ce faire, nous recevons Vimala Ponce. Ravi de vous accueillir, Vimala, et Julien Bécourt, donc, qui, au cours de cette nouvelle rencontre dans le cadre de Input, reviendra avec Vimala sur les liens qu'entretient son travail, en particulier avec le son. Voilà, donc moi je vous souhaite une excellente rencontre. Ça finira, je pense, vers 20h30, si Julien est sympathique. Et voilà, et ensuite nous vous offrirons un verre au Café Mirette, donc à l'accueil de la Fondation. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente rencontre et bonne soirée. Bon bah merci, merci d'être venus aussi nombreux. Je suis super content qu'on ait réussi à faire cette rencontre. Ça faisait longtemps que je voulais recevoir Vimala. On a enfin réussi à faire cette rencontre ici ce soir. Merci, je te remercie beaucoup d'avoir répondu positivement à à cette invitation. Alors, on peut applaudir Vimala. Vimala, qui vient de faire quelques représentations au théâtre de l'Odéon, comme la plupart d'entre vous doivent savoir qu'elle a joué là pendant quelques jours donc sa nouvelle création qui s'appelle Honda Romance, sur laquelle on va revenir parce qu'on va revenir sur la jeunesse de ces spectacles, de toute la scénographie et de tous les gens que ça engage aussi autour d'elle, de toute l'équipe aussi, c'est presque comme une troupe. Donc je vais quand même faire une petite bio succincte, mais je ne veux pas m'attarder trop sur sa carrière de comédienne au cinéma, que tout le monde connaît, j'imagine, qui est une carrière déjà très vaste, où il y a certains cinéastes avec lesquels elle se sent, j'imagine, aussi des affinités. On a pu la voir notamment, alors on disait tout à l'heure, parce que c'est souvent, on mentionne souvent le film d'Antonin Perrigiaco avec La fille du 14 juillet, puisque c'est beaucoup de gens t'ont découvert grâce à ce film. Mais il y a eu Antonin Perrigiaco, bien sûr, mais il y a eu aussi plein de cinéastes de la Nouvelle Vague. Elle a eu aussi eu l'honneur, elle a eu la possibilité de tourner avec des metteurs en scène comme Jacques Rivette, ce qui est quand même pas rien, et Philippe Garrel, ou voilà, des personnalités éminentes de la Nouvelle Vague. Ouais. Ah oui, tu l'as pas mise en... Ouais, c'est bon. Ouais. Bonsoir. D'ailleurs, je suis très contente d'être là. Et ouais. Donc voilà, je disais, je ne vais pas trop m'attarder sur donc, toute cette carrière cinématographique. On t'a vu aussi chez Mandico, qui t'a fait jouer plusieurs fois. Mais effectivement, cette rencontre, elle était déterminée d'abord par ton lien à la fois avec la scène musicale, le spectacle vivant, évidemment le cirque qui fait partie de ta vie, puisque même si c'est quelque chose qui revient souvent quand on parle de toi, de ta versatilité, de ta capacité à être extrêmement polyvalente, puisque tu as commencé quand même très jeune avec plutôt tu allais vers le sport à fond, hein, vers le karaté notamment et le tennis. Et puis après, tu as emprunté une voie en choisissant d'aller étudier l'histoire de l'art à la fac. Puis après, tu as enchaîné avec une fac de cinéma à Saint-Denis. Après, tu as enchaîné sur le cours Florent. Après, tu as enchaîné sur le conservatoire. Et encore après, tu as fait une école de cirque pendant, je ne sais pas, 1 an et demi, quelque chose comme ça. Donc déjà, il y a déjà un territoire qui était déjà très, très polyvalent. Et on va se concentrer plutôt sur les pièces, enfin les pièces, en tout cas les performances, on va dire, parce que ce n'est pas vraiment des pièces. Et notamment ta rencontre avec Cyriaca Arrivel, avec Grande, même si avant il y avait déjà toute une équipe, une équipe, comme je disais tout à l'heure, une sorte de troupe avec laquelle tu avais déjà commencé à faire des spectacles avant.
Et j'aimerais bien qu'on commence vraiment sur Grande, parce que c'est vraiment cette pièce qui a aussi beaucoup marqué les esprits, indépendamment aussi de cet accident qui était assez terrible avec Tsiriaka qui a chuté, de 7 mètres à ce moment-là. Mais j'ai pas envie vraiment de parler de ça, j'ai plus envie de parler de comment cette première création en binôme, comment c'est dessiné déjà des thématiques, ou en tout cas des thématiques qui ont trait avec la façon dont les relations sont compliquées entre les gens et entre les couples en particulier. Et j'aimerais bien peut-être commencer là-dessus, peut-être commencer sur un titre sonore, puisque Grande a fait aussi l'objet d'un disque qui est sorti de manière autonome. Et ce disque qui s'appelle Victoire Chose, qui a eu une sortie sur un label qui s'appelle Teenage Menopause. Et je voulais un petit peu revenir sur à la fois la création du spectacle et sur la création de la musique, puisque c'est devenu un objet autonome. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on écoute un petit extrait et puis qu'après on parle de la façon dont tout ça s'est mis en place? Est-ce que c'est OK pour toi? Oui. Et je ne serai pas directif par la suite, mais là c'est vraiment pour mettre un peu dans le bain. Alors, on va mettre un titre qui était sur l'album et qui s'appelle de manière... J'aimerais juste dire que j'ai aussi présenté sa cartoon quand j'avais 13 ans. Et qu'effectivement, j'ai tourné avec des réalisateurs de la Nouvelle Vague qui sont maintenant en prison, pour certains. Voilà, mais pas tous. Mais toi, tu n'as rien fait, comme le dit le titre. Alors, est-ce qu'on va pouvoir le mettre ? Et ça me fait penser...
Alors, C'est hyper long. Hein. C'est vrai que c'était un peu long en ça, ouverture. Ça me fait penser. Et en plus, Ça recommence, voilà. Désolée. Ouais, moi je trouve que ça met bien en relief ce que j'allais dire, c'est-à-dire que c'est pas une musique à écouter, c'était une musique à voir. C'est d'ailleurs pour ça que j'étais pas d'accord avec le fait de sortir l'album. C'est mon partenaire Thierry Carivel, qui est beaucoup plus musicien que moi, qui a eu cette idée. Et parce que c'est une musique pauvre, qui est une musique qui était à compléter sur place, quoi, par les gestes, les actions, les chutes acrobatiques. Et en fait, dans ce spectacle, on jouait en live. Et ce qui fait que après avoir couru, transpiré, on pouvait se permettre de plaquer un accord en la mineur et que ça suffisait en fait. Du coup, je pense qu'il reste une trace comme ça qui est intéressante pour quand on a vu le spectacle, une mémoire comme ça auditive du spectacle. Mais c'est vrai que, comme dit Kurosawa, la musique de film, c'est une musique à laquelle il manque quelque chose. Et du coup, moi je trouve que là, ça fait très longtemps que j'ai pas entendu. Il y a clairement ça. On avait, je pense que dans les 4 ou 5 spectacles que j'ai pu avoir la chance de faire, dans le premier, on était un collectif avec Thierry Carivel et Akioun Larcher. On venait de l'école de cirque et on a commencé par jouer de la musique ensemble pour s'accorder, quoi. De cette expérience de musique qui était, on peut le dire, catastrophique. Hein, c'est-à-dire, il faisait de la batterie approximativement, moi je faisais de la clarinette approximativement, Thierry faisait de la trompette, là vous pouvez l'entendre. Et finalement, dans le spectacle, on a décidé de mettre un jukebox. Donc dans ce premier spectacle, en fait, on entrait, il y avait 90 notes courtes qui étaient aussi sur un principe dramaturgique très TikTok, Instagram, même si c'était en 2008, je ne sais plus quand c'était. Et en fait, c'était vraiment l'expérience du corps sur scène face à la mécanique de la musique et de musique aussi de mémoire collective. Il y avait Lou Reed, il y avait plein de choses. Et pour détourner les droits payants, on utilisait juste avant que ça devienne payant, on arrêtait. Donc ça, c'était la première utilisation. Et là, sur ce que vous venez d'entendre de ce spectacle Grande, on a aussi commencé par faire de la musique ensemble. Et ensuite, en fait, on a écrit le spectacle et on s'est dit, tiens, et jouer en live, qu'est-ce que ça raconte de cette expérience, je crois. Et grâce à cet entretien, je me suis renseignée, qui s'appelle kinesthésique, hein, c'est-à-dire le prolongement du corps en mouvement, et un peu comme si chaque note était une tentative de retrouver une stabilité. Et donc ça pouvait permettre d'être assez simple en fait, comme c'est là, assez fragile aussi. Et on était très portés par aussi une scène underground qui nous fascinait, comme Heimat, Scorpion Violente, De Boulevanie, La Colonie de Vacances, voilà, qui nous ont... Et l'acide en général, pas la drogue forcément. La musique, quoi. Donc on était porté par ça, avec des synthés complètement pourris, mais qui, voilà, et beaucoup de boîtes à rythme, comme vous avez pu l'entendre. Et après, sur le spectacle que j'ai fait après, qui je pense est ta transition, qui s'appelle Le périmètre de Denver, là la musique a plus été comme une matrice pour moi, que j'ai d'abord composée comme un livre audio. Tout le spectacle, j'ai enregistré, là, qui était l'inverse, il n'y avait pas de boîte à rythme, c'était que des nappes sonores. Et j'ai écrit tout ce spectacle comme ça, à l'audio. Puis, en fait, c'est de cette matrice sonore-là que la logique narrative était juste un dérivé du son, que j'ai pu écrire les textes grâce à ça. Et voilà, en gros. Donc la jeunesse de Grande, comme du périmètre de Denver, c'est la musique, en fait, au départ. C'est le noyau d'inspiration visuelle aussi. Comment après tu le mets en scène, en fait. Tu commences par cette musique au départ. Oui, ou elle se crée sur le plateau, ou comment? De toute façon, elle doit être réadaptée tout le temps, ça c'est sûr.
Mais c'est vrai que venant d'une école de cirque, en fait, on faisait le matin de la danse, l'après-midi notre spécialité, et puis de la muscu, et ensuite on faisait de la musique le soir. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi, un peu comme Gisèle Vienne et les marionnettes, il y a une espèce d'utilisation des éléments de langage grammatical que te donne une formation pour après la détourner autrement, quoi. Et tu parlais d'approximation parce que c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. La notion aussi de ratage, de foirade, de quelque chose, mais toujours comme disait Beckett, rater mieux. Tu vois, toujours retenter quelque chose. Et j'ai remarqué que souvent on retrouve des éléments jusqu'à Honda Romance qui sont réinjectés dans le spectacle suivant, qui a des réminiscences à la fois sonores, musicales, et des bribes de texte, par exemple, qui peuvent revenir après dans un autre spectacle et créer une chaîne comme ça qui ne s'arrête jamais. On dirait que tes spectacles, en fait, sont une machine en permanence qui se renouvelle, mais qui est à chaque fois portée par une boucle, quoi, une sorte de réflexion sur ce qui marche, ce qui ne marche pas, sur l'équilibre, le déséquilibre, et qui est aussi le propos de tes pièces. Donc est-ce que c'est aussi la même chose avec la musique ? Justement, là, juste avant de venir, je me suis dit, tiens, c'est marrant, quel est le rapport entre la musique et le déséquilibre, donc c'est drôle. Et en fait, c'est vrai qu'il y a un rapport un peu essentiel, mais qui est plutôt dans la dynamique, quoi, qui est que en fait, la musique, comme le déséquilibre ou l'équilibre, n'existe pas sans tension, et que le son, c'est une vibration, et que c'est toujours un moment d'aller-retour entre deux pôles, et que cette espèce d'oscillation-là entre pression et relâchement, et qui est liée au fait que c'est une onde qui est envoyée et qui, par le déséquilibre de l'air, existe, et que pareil, en fait, une mélodie, en fait, c'est une note qui va vers une autre note, et qui, par ce déséquilibre, comme la marche, en fait, tout d'un coup trouve son équilibre. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, peut-être ça vient de là, en fait, aussi cette chose qui rentre en résonance avec l'idée du déséquilibre, et l'idée de rater. De toute façon, elle est indissociable de nos vies, je crois, et qu'il vaut mieux l'accueillir gentiment. Et de toute façon, le principe de virtuosité, il est lié à ça, quoi. C'est-à-dire, il y a l'idée du contrôle absolu, mais qui n'existe pas sans sa perte. Et que la tension, elle est vraiment entre faire et faillir tout le temps. Et que c'est cette écriture-là que je trouve qu'il faut mettre un écrin là-dessus, parce qu'effectivement, sinon... je crois que l'émotion dans le fait de tenir en équilibre quelque chose au-dessus de soi, mais ça peut être pareil dans la vie, quoi. C'est qu'on on incarne, nous, l'instabilité du monde devant les autres physiquement, et le corps est une vibration à ce moment-là entre l'intériorité et le monde, et la chute, et l'idée d'arriver à une forme de maintien, de tenue, quoi. Mais c'est vraiment ça qui m'intéressait justement dans le cours de la discussion, que j'avais envie de développer. C'est sur toujours cette confrontation, ou je ne sais pas si on peut dire confrontation ou dichotomie entre un ressenti intérieur, puisqu'il y a une notion un peu avec le travail sur la voix, énormément très transformé, le fait d'utiliser des masques qui ne sont pas seulement des masques physiques, mais des masques sonores. Toute cette façon d'incarner 1000 personnalités en une, de morceler comme ça les sentiments intérieurs qui font face à quelque chose qui par contre obstrue ce flux intérieur qui est à chaque fois où il y a l'obstacle de l'extérieur, c'est-à-dire comment on fait face à l'altérité quand soi-même on est morcelé par plein de sentiments contradictoires. Et je pense que les spectacles sont beaucoup une émanation de ça, d'une réflexion sur comment on est soi face à l'extérieur, mais il y a toujours comme ça une tension entre ce qui fait pression sur nous et tous tes monologues qui sont des monologues, comme tu disais tout à l'heure, à la TikTok, où on est dans un scrolling perpétuel interne. Et je voulais comprendre un peu comment toi t'élaborais ça dans l'écriture et tout ça, comment
tu gérais tout ça, ces milliers de personnalités que tu développes dans chaque spectacle et qui n'en sont qu'une? Pardon, c'est un peu plein de questions aussi en une, mais... Ouais, mais ça va. Moi, je pars toujours pour l'écriture d'un principe, c'est de jamais remettre en cause des intuitions, qu'elles soient à la fois idiotes ou complètement gratuites. Du coup, je me dis, par exemple, pour ce dernier spectacle, je veux travailler avec des chanteuses, je veux travailler avec un satellite et je veux travailler avec des canons à pression de vent à 300 bars. Voilà. Et à partir de là, tout le travail de répétition, c'est d'arriver à comprendre pourquoi et d'arriver à relier ces points, comme sur ces dessins là d'enfants, où à la fin tu comprends en fait quelle est la figure, et que tout le travail de répétition, c'est de se surprendre aussi à créer une nouvelle pensée et que cette chose-là te transforme toi. Et donc, je pense qu'à part des grosses... on va dire, thématiques qui m'obsèdent, et je pense que c'est aussi avec l'âge que tu te rends compte, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour habiter l'instable, comment le déséquilibre à tout point de vue, qu'il soit émotionnel, qu'il soit physique, et pas une faille ou un échec, mais plutôt un espèce de langage de révélation, et comment faire face à tout ça en fait. Et cette espèce de solfège en fait du déséquilibre, qui est une espèce d'alphabet de micro-ajustements tout le temps, physiquement. Pour tenir un objet en équilibre, il faut toujours réajuster perpétuellement. Moi, je trouve que c'est des enseignements comme ça où tu fais l'expérience d'une intelligence du corps qui, elle, t'apprend philosophiquement des choses pour la vie, et que en fait c'est pas un combat de tenir en équilibre un objet, c'est une négociation silencieuse entre le corps et la terre. Et comme pour le bonheur, comme pour essayer de vivre le mieux possible, comme la joie, comme tout ce qu'on traverse en fait. Et moi, ça m'aide énormément en fait à arriver à vivre en fait, de me rappeler. C'est un mantra physique en fait, de se dire en fait, il y aura jamais de moment d'équilibre, jamais. Ça arrive, il y a des moments de grâce comme ça où tout va bien. Mais en fait, c'est tout le temps. Ça se casse la gueule tout le temps, voilà. Et ça revient. Et il faut se dire que c'est une danse, et que oui, c'est pas une domination, parce que c'est impossible de dominer sa vie, dominer la gravité, c'est peine perdue. Mais c'est une espèce d'éthique du maintien. Et du coup, pareil que sur la gravité physique, mais la gravité, l'humour aussi, c'est une façon de lutter contre la gravité. Du coup, il y a un peu ces choses-là qui habitent tout le temps ce que j'essaye de faire, parce que je crois qu'un tout essai d'œuvre, c'est-à-dire comment est-ce que tout d'un coup on a assez la présomption d'avaler et de dire à tout le monde taisez-vous, je vais parler pendant 1h30, c'est un peu ce qui se passe là. C'est prendre le temps des gens. Du coup, il faut un échange d'énergie. Et que les gens, en fait, parce que tu proposes, te renvoient une énergie, et qu'on arrive à comprendre autre chose quoi, par cette soirée-là, et qu'on ressorte de cette salle avec un élan et avoir envie de vivre. Et ça, c'est le truc le plus... ce qui console le plus, et je crois que c'est aussi la mission des objets d'art, moi j'ai l'impression. Même des objets tout court. Ou des gens même. Et des gens. Et des gens aussi. Et des gens aussi. Voilà, c'était la fin du paragraphe. Non, mais c'était marrant que tu parles de justement de l'humour et peut-être du burlesque. Pour faire juste un aller-retour avec le cinéma, justement, où toi qui viens justement du sport, du cirque, comment tu es vraiment porté par l'expression de l'émotion, par le physique et non pas par la psychologie. Et ça, c'est quelque chose qui souvent revient, en tout cas dans le cinéma français, qui est porté souvent par la psychologie. Or, toi, tu t'y confrontes d'une manière un peu différente, et justement, dans tes spectacles, toute l'équation vient de justement la présence physique, et le corps lui-même transmet l'émotion, et c'est pas par
comment dire, par la psychologie d'un personnage que tu arrives à amener ces émotions-là, quoi. Je pense que aussi on a une chance en France incroyable d'avoir ces possibilités de nouvelles écritures au plateau. Il faut en profiter avant que le RN passe et que tout soit privatisé. Mais je pense qu'il y a quelque chose où justement c'est des écritures, celles qu'on essaye de développer, toute cette scène-là, qui ont la chance de pouvoir partir de sujets. Par exemple, moi là sur ce dernier spectacle, j'ai fait une dépression. J'avais jamais goûté à ça, à ce vertige-là. Même quand j'étais en plein dedans, j'ai rappelé des gens qui étaient en dépression avant et à qui j'ai dit mais allez, lève-toi et marche, enfin, des choses un peu si tu veux tu peux, enfin, et je me suis excusée parce que j'avais pas compris que c'était une maladie vraie qui est contagieuse aussi, et je trouve que c'est hyper bien aussi d'échanger là-dessus. Je pense parce que les affects, c'est pas des choses privées, c'est des puissances en circulation qu'il faut partager pour se sauver les uns les autres. Donc si ça reste de l'intime, c'est-à-dire de l'universel et pas de l'intimité comme ça, collante et qui sert à personne, moi c'est vrai que grâce au bout d'un moment à une coach sur YouTube qui s'appelait Growing Ananas, qui a quand même pas mal d'élèves, hein. Je crois qu'il y a 2 millions de personnes qui la suivent, mais en fait voilà, elle fait c'est hyper à la mode, quoi, ce qu'on appelle Tabata. Du coup c'est des trucs avec des burpees et tout, complètement hyper bourrin. Donc tu vas au sol, tu te couches, tu te relèves, tu te couches, tu te relèves. Il y a beaucoup d'exercices comme ça, et en fait au bout d'un moment je me suis dit mais attends, cette bonne femme, elle est en train de m'apprendre à me relever, et pas qu'une seule fois, genre 40 fois. Et donc l'expérience du corps, en fait, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que Growing Ananas, il y a eu la psychiatrie, il y a eu des thymorégulateurs, il y a eu l'amour de mes proches, il y a eu l'écriture, enfin, faut attaquer le problème par tous les biais, quoi. Mais c'est vrai que ça m'a beaucoup porté, et je me suis dit, le déséquilibre, en voilà un c'est épouvantable, ce truc. Moi, je n'ai pas du tout dépressive, j'avais jamais goûté, ne serait-ce qu'aux premières prémices de ce machin. Et je me suis dit, voilà, ma nouvelle spécialité, c'est de me faire écrabouiller par des énormes objets et de me relever. Et donc, en fait, il y a dans cette nouvelle pratique une chose qui est à la fois de comment trouver un souffle, un nouvel axe, un cœur qui peut toujours battre dans la contrainte de l'écrasement, et comment se relever et porter cet objet après et en faire champ et retrouver une verticalité, et ça m'a beaucoup touchée et portée, et je pensais à ces petites plantes là qui poussent en dessous d'une pierre. Et cette chose-là, en fait, je me suis dit, tiens, il n'y a que la vibration du corps qui peut le montrer. En fait, la parole, elle peut le dire, mais souvent la parole, ça ferme le sens. Et puis, est-ce qu'on n'a pas déjà tout dit là-dessus? Donc moi, le langage que j'avais envie de transmettre, c'était ça. Et puis, comme j'aime bien les happy endings, à la fin, j'y arrive, quoi. Mais enfin voilà. Et d'où justement, là je fais le grand écart, je reviens sur Onda Romance, parce que tu parlais tout à l'heure des 3 objets. Est-ce que ces objets-là, là tu parlais du poids, et en effet c'est le satellite qui t'écrase. C'est des notions arbitraires comme ça, d'avoir choisi. Tu disais, je pars de ces 3 objets, mais ils avaient une finalité. Enfin, ils avaient quand même tu voyais ce que tu allais faire avec sur les 3. C'est pas genre 3 choses dissociées qui sont venues et que tu les as associées de manière complètement aléatoire. Il y a quand même un fil. Pas du tout. Non. Je l'ai découvert en faisant, vraiment. Ouais. Et je pense que c'est ça qui t'apprend quelque chose, c'est de ne pas avoir déterminé avant un thème. Ouais. Et aussi, alors là où tu as raison, c'est que je pense qu'il y a, comme je viens de vous dire, la dépression et un satellite, c'est quand même énorme. J'avais jamais porté d'objet de 10 mètres d'envergure comme ça, parce qu'on l'a copié sur un vrai modèle qui est celui de Rosetta, un satellite des années 90. Et du coup aussi, après, il y a des choses qui arrivent là-dedans qui sont évidemment la colonisation spatiale en ce moment,
du coup le rapport entre la technologie et le corps humain écrasé. Évidemment, Mauricio Cattelan avec la nonna, je sais pas quoi, là, avec le pape écrasé par une météorite. Il y a eu plein de choses comme ça qui, tout d'un coup, m'ont aidé à essayer de développer en fait une autre histoire que simplement celle-là. Mais en tout cas, il y a toujours le rapprochement entre quelque chose d'extrêmement personnel, la dépression, et ou alors, par exemple, moi je suis épileptique partielle et il y a un moment dans cette dépression, j'ai vu que vraiment les émotions, c'est quelque chose... Je vais arrêter de faire ça, là, c'est très bizarre. Les émotions, c'est... Du coup, c'est hyper bizarre aussi. Les émotions, c'est un des enjeux psychiques les plus compliqués de notre vie à nous, qu'on soit neurotypique, neuroatypique, et entre les deux, il y a plein de cases. Si on peut dire. Et du coup, je crois qu'au bout d'un moment, j'en avais tellement marre de souffrir, en croyant aussi que tu as peur que, en arrêtant de souffrir, tu vas plus avoir cette nécessité vitale à écrire, à faire, à ce qui est... En tout cas, moi, j'étais prête à arrêter tout parce que j'en avais ras-le-bol. Enfin, c'est trop fatigant, c'est fatigant pour les proches aussi. Je pense que ça a été aussi Rebecca Warrior. Je suis ravie d'avoir fait cette collaboration avec elle parce qu'elle m'a aussi aidée beaucoup. Où au bout d'un moment, elle m'a dit c'est insupportable, on n'en peut plus, up and down. Et je pense que quand vos proches n'ont plus la force de vous porter, il faut réagir immédiatement. Du coup, je suis retournée chez ma neurologue. Putain, je suis en train de raconter toute ma vie. Et là, elle m'a dit bah, madame, ça va pas du tout. Enfin, je veux dire. Du coup, c'est super aussi parce que tu peux parler, dire mais il faut. Et au bout d'un moment, je suis allée en hôpital psychiatrique dans un centre d'art à Aix-en-Provence et j'ai commencé à écrire toute une partition où j'ai recueilli plein de choses aussi personnelles que une dernière phrase qu'une amie à moi m'a dite avant de mourir, à des citations de Sioran, à des choses que j'avais vues dans des séries Netflix et qui m'avaient provoqué plein d'émotions. Et j'ai voulu traverser ça un peu comme, encore une fois, une dramaturgie TikTok, Instagram, cette espèce de saturation où il y a le sublime, l'horreur. Tu passes de Balenciaga aux enfants à Gaza, où c'est très difficile de se créer un parcours, une colonne vertébrale dedans, d'avoir un axe, d'arriver à réfléchir, tout ça, et plus l'idée de la méditation. Parce qu'en fait, dans la méditation, tu as ce feed TikTok que tout d'un coup, tu vois comme ça. Donc il y avait un peu un entre-deux d'arriver à traverser en fait tout ça, à le mettre devant nous, parce qu'on est tous faits de ça. C'est impossible de stopper ce flux d'émotions qui fait avancer des pensées devant nous et qui nous met au sol, mais qui est aussi le super processeur qui fait que les humains sont brillants, ont plein d'idées, des connexions hyper rapides et tout ça. Donc c'est une arme merveilleuse de destruction massive et individuelle. Donc donc je me disais tiens. Et après, je me suis dit, ce qui est beau, c'est parce qu'en fait, c'est un outil de transe auto-induite que de parler plus vite que le rythme de la pensée. Donc, au bout d'un moment, l'enjeu de cette performance, de passer à travers 150 émotions, au début, c'était 300, mais c'était infernal, c'était d'être traversé plutôt et de vraiment contracter les émotions le plus possible. Et face à ça, je me suis dit, tiens, ok, il y a le vertige émotionnel, mais il faudrait que je me fasse dégommer par quelque chose. Il faut mettre en tension cette chose-là, sinon ça va être du stand-up théâtral. Et surtout, je ne vais pas arriver à être vraiment émue chaque soir parce que c'est très difficile. Et l'art de l'acteur est génial pour ça, c'est que de l'artificiel, tu peux arriver à ressentir des vraies choses. Mais c'est pas tout le temps quoi. Et donc c'est là où je me suis dit tiens, je vais me mettre à l'épreuve physiquement avec ces canons à bourrasque devant qui traduisent vraiment ces choses où dans la vie t'es projeté au sol et c'est justement grâce à ça que tu te relèves, où t'es envoyé dans une situation et l'autre te répercute et t'es une espèce de boule de flipper émotionnelle.
Et je sais plus du tout c'était quoi la question à la base. Pardon. Non, mais hyper long. c'est très bien parce que du coup, on va pouvoir peut-être justement voir un petit bout. Je voulais revenir après sur le périmètre de Denver, mais on peut faire là le step Honda Romance et montrer peut-être, puisque tu es en train d'en parler, montrer une séquence. Et ça me fait penser à la vie. Et là, on a eu un petit avant-goût, mais évidemment, ça prend physiquement aussi en tant que spectateur quand on est confronté au canon, par exemple, les souffleries là font un bruit incroyable avec une force comme ça. Donc là, on peut pas vraiment appréhender. Moi, c'était savoir un petit peu sur ces trois éléments parce que là, on voit tout un peu de manière aléatoire, mais c'est quand même très découpé, ton spectacle en trois parties vraiment distinctes. Et il y a notamment cette chorégraphie à la fin, dont on n'a pas encore parlé, mais qui est une chorégraphie. C'est la première fois que tu travailles avec autant de collaborateurs, en l'occurrence les chanteurs et chanteuses, ils sont une dizaine, je crois. C'est ça, là, ils sont 9, plus toi aussi 10. Tu avais jusqu'à présent, tout à l'heure, tu me disais à quel point c'était compliqué aussi d'être pour la première fois sur scène avec autant de personnes aussi, avec une chorégraphie aussi millimétrée que ça. Et aussi gérer les émotions de tout le monde, parce qu'il y a tes émotions à toi, et il y a les émotions qui transpirent des chanteurs aussi, même s'ils sont dans une marche comme ça perpétuelle, il y a quand même une mise en tension des émotions aussi, mais d'une manière très différente de tout ce que tu avais fait jusqu'à présent, où tu étais soit seul, soit avec Seriaka, mais vu qu'il n'y avait pas ce ballet. Comment on gère comme ça un ballet, une chorégraphie comment on se retrouve comme ça à travailler en commun avec 10 personnes qui chantent? Moi, justement, je voulais travailler avec des chanteuses et des chanteurs parce que j'avais envie de les mettre en mouvement et que ce qui m'intéressait beaucoup, c'était le fait que, comme les actrices, c'est des gens qui n'ont pas un corps formaté comme les danseurs et les danseuses.
Enfin, je dis pas que c'est un défaut, hein, je dis qu'il y a une forme de maladresse qui appartient comme ça à ces corps-là qui n'ont pas été éduqués dans un sens, mais par contre ils ont une précision et ils savent compter en fait. Et donc en fait si tu écris que sur 12 pas au 3e temps tu mets un sac à dos sur ton épaule droite, au 6e tu fais tourner des clés, au 12e tu ramasses les clés, tu comptes 4 et tu retournes et tu sors, elles sont totalement capables de le faire. Mais avec des gestes entre guillemets quotidiens qu'on peut tous faire et non stylisés dans un sens. Et quand je les ai rencontrées tous, elles étaient on a reçu 450 vidéos de chanteuses et la chef d'orchestre Fiona Mombay avec qui on travaillait a fait des catégories de 1 à 4 entre des gens qui avaient des super niveaux de chant jusqu'à des moins bons selon elle, quoi. Et en fait, on n'a pas du tout pris du tout des gens qui, selon les critères normés, avaient des super niveaux de chant. Mais moi, j'ai été époustouflée. On a vu 35 personnes et j'ai vraiment pris 9 personnes qui avaient une nécessité à chanter incroyable. Donc aussi des parcours de vie plus ou moins singuliers, compliqués, et vraiment avec une formation de base classique tous, mais avec des façons d'appréhender le travail complètement différentes. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un réservoir en fait de gestes. Je leur ai demandé de me dire par exemple, quel geste était très marquant pour d'elle ou pour voire traumatique, mais sans m'expliquer pourquoi, quelle couleur, quel vêtement, quel accessoire, quelle année, quel mot, quel chant. Et avec ça, en fait, j'ai composé une sorte de partition de 107 allers-retours. Donc il y a 6 entrées sur le plateau. Et en fait, elle n'arrête pas. Ce que vous voyez à un moment, c'est les coulisses derrière, ce qui est mieux que le spectacle, presque. C'est-à-dire que derrière, elle chante tout en se changeant. Elle continue à chanter tout le temps, tout en marchant et tout en rentrant et en faisant une espèce de polyphonie comme ça d'intériorité, de gestes quotidiens, amener un gâteau d'anniversaire, se prendre la tête dans les mains, traîner une chaise derrière elle, qui sont très évocateurs en fait de plein de moments de nos vies, comme ça des petites vignettes, des micro-fictions. Et en fait, comme c'est assez formel, comme le format, voilà, c'est pour ça que je leur avais demandé de me dire, voilà, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui voulait un god XXL, une autre personne une baguette de pain, une autre personne une chaise en plastique bleu, et que en fait, du coup, le lien à tous ces objets était profond pour Yael, sans que je sache en fait vraiment de quoi c'était fait, parce qu'on se connaissait pas assez. Et donc ça permettait à leur sensibilité d'affleurer et de combler ce qui pouvait être un défaut, bien que c'est hyper bien d'être hyper rigoureux. Moi, j'aime bien quand c'est hyper précis, j'aime pas l'improvisation. Rien n'est laissé au hasard, et je pense que pour les musiciens et les musiciennes, c'est pareil. Donc, c'est comme ça aussi qu'avec une rigueur extrême, en fait, on a réussi, parce que presque cet enjeu, elle me le disait, politique, en fait, d'arriver à être ensemble, parce qu'il y avait une sorte de fatigue chorale aussi qui est hyper... et qui est vraiment aussi sur le déséquilibre de la dissonance à l'harmonie, parce que ce qu'elles font musicalement est très difficile, dans le sens où c'est vraiment très inspiré de Steve Reich, de Philippe Glass, que Rebecca Warrior a composé, et donc c'est très instable comme type de musique, et pour des chanteuses c'est pas très valorisant non plus parfois, et donc il y a une chose d'entraide qui se passe derrière, d'arriver à quand même s'aider en étant complètement différent, qui en fait souvent, je trouve, compose en fait la nature de l'émotion des spectacles ou des œuvres. Quand tu sens quelque chose qui se passe entre les gens, mais tu sais pas bien quoi. Et je pense aussi que c'est ça qui se passait dans un spectacle qu'on avait fait, Grande, où en fait mon partenaire Thierry Caribel et moi on était ensemble avant, et en fait on s'est séparés au début des représentations de ce spectacle. Enfin, et en fait on n'avait pas du tout capté qu'on avait écrit un spectacle sur la séparation amoureuse. Et tout le monde sortait hyper ému et c'est sur la séparation, je suis en train de me séparer. Et moi, en fait, genre, pas du tout, c'est sur des filles d'actes importants.
Bah non, pas du tout. Enfin, donc en fait, c'est aussi cette méta-écriture. Ouais, qui n'est pas conscientisée, en fait. J'ai l'impression qu'à chaque fois, dans la façon dont tu crées des récits aussi avec les personnages, hein, que ce soit pour ce spectacle sur justement la parabole de la dépression, etc., mais dans tous tes spectacles précédents, il y a quand même une attache, enfin plus dans les spectacles précédents, je veux dire, sur un récit, puisque tu as même fait aussi un audiobook. Donc ton lien avec le sonore est aussi lié au récit, à la fois du concret, du quotidien le plus trivial, le plus prosaïque, et à la fois quelque chose de presque quasiment onirique, mais qui est presque des réminiscences de l'enfance, ou je sais pas, aussi des émissions radio, comme les dramatiques de nuit, avec plein de bruitages, plein de choses, où d'un coup les voix devenaient une présence hyper forte, quoi. Et à chaque fois que tu crées, quand tu fais le périmètre de Dan Reinhardt, où il y a une intrigue méga emberlicotée, mais ouais, c'était hyper raté, ça. non, l'intrigue en fait devient un prétexte, en fait, à une succession de défilés de personnages que tu incarnes, mais c'est ce morcellement de la personnalité que je trouve à chaque fois saisissant. Comment tu arrives à y arriver par quelque chose qui n'est pas conscientisé, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de passer en disant ce personnage il va avoir telle caractéristique, et comme il y a cette narration derrière, etc., et en fait ça passe que par une sorte de flux de pensée, quoi, permanent, comme une introspection comme ça, mais qui dessine quand même une sorte de récit au final. Et j'ai une attache très forte puisque tu as même fait un audio-livre qui est purement l'homme fente. J'aimerais bien peut-être qu'on écoute peut-être un petit bout de ça. Et on en reparle peut-être après, comme ça, cette notion, tu veux en parler maintenant, peut-être. Que tu préfères. Non, mais j'ai la sensation que moi j'aime bien écrire, c'est-à-dire que chaque chose, souvent faire 3, 4, 5 choses en même temps. Mais en fait, comme là, on est en train de faire. Et en fait, ce qui dessine ce que je suis en train de dire, c'est autant le fait que je viens de gratter la bouche, que tout à l'heure l'histoire du bras, que en fait, et effectivement, quand ce que j'aime bien, c'est à un moment au début du spectacle que je faisais avant, j'avais 13 kilos d'habits sur moi, une prothèse très réaliste de Angela Merkel et un rocher qui était lardé de dynamique de dynamite et qui faisait 4 mètres de haut. Et en même temps, je parlais. Et en fait, je me défaisais de ces 100 couches d'habits, tout en parlant, en racontant l'histoire d'amour de Angela Merkel avec sa conseillère d'orientation. Ouais, c'est pas facile, hein, ce que je vois. Et en fait, les mots rentraient en résonance avec les habits. Mettons, j'avais 8 jupes tailleurs que j'enlevais et je disais les nuits, les jours passaient et elles se ressemblaient toutes. Donc il y avait des choses comme ça où des fois ça rentrait en résonance. Et en même temps, il y avait toujours cet équilibre qui était sur ma tête et que j'avais nommé comme c'est sa carrière qu'elle porte, une carrière de pierre, une carrière, et que une carrière c'est tu la portes, mais elle t'écrase. Et en fait, tout est pour moi échec à dire en fait. Pour moi, c'est pour ça que faire 3-4 trucs en même temps, c'est dire c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et qu'en fait, à la fin, c'est tout ça qui crée ce que tu voulais vraiment dire. On peut peut-être justement, on va avoir un petit aperçu. On va pas le regarder en entier, mais on va mettre le. Ah, vraiment, pas en entier. Non. Yes. Reconstitution. Time, space, reconstitution. Look at this man.
Look carefully. What is he doing now? That space, the one I created when I lied. Do you like him at first sight? At first sight. Qui sont-ils? Qui est-elle? Here is the man. Here is the man. Here is the man. I've seen the man perform. I've seen the man try and hide. I've seen it once. I've seen it 1,000 times before. I've seen the man disguise himself and how he prepares for a role. It's always the role of a lifetime. Go outside. Here is the man. Did you see it before? Je pense que l'extrait est bien pour revenir un peu là-dessus sur cette succession de masques, là pour le coup qui étaient les vrais masques, mais il y a aussi tout le travail sur les voix. Et comment tu as bossé ça sur la dernière cam, je crois, parce que tu travailler comme ça tout ce spectre vocal et tout aussi ce travail sur les accents, sur la démultiplication comme ça des identités. Oui, au début, je travaillais toute seule avec des plugins avec mon ordi, puis finalement, je suis allée effectivement à l'IRCAM et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui parlait 5 langues différentes et ce qui m'a beaucoup aidé parce que au-delà, ils m'ont donné en fait ils ont un plugin, eux, qui est spécial pour l'IRCAM, donc où tu peux modifier les voix sans que ça fasse bulletin d'espace, comme ça. Donc, qu'on masque quand il y a dans les émissions, vous masquez la voix de quelqu'un. Ouais, ce qui est pas facile à trouver. Où ils savent faire parler Sean Connery en lion. Enfin, ils savent faire des trucs super, mais en même temps, moi, je cherchais vraiment à avoir des voix réalistes, quoi. Et en fait, oui, ça a été ce qui m'intéressait beaucoup là, en le revoyant en plus, c'est plutôt le vertige d'identité, où en fait, j'ai mis du temps à le comprendre, mais ce qui était le plus intéressant dans le spectacle, c'était que l'aller-retour où les masques sont très réalistes, j'allais travailler des démarches, des voix et tout ça, mais ce qui était mieux, c'était quand c'était foiré et qu'on voyait en fait la personne derrière et cette espèce d'espace de vertige en train là, par exemple, c'est vieux bonhomme et la personne qui est derrière. Et donc, même, j'arrivais pas, des fois, à tenir les accents, les voix de poitrine. Donc, j'avais des ears tout le temps, des oreillettes. Et il y avait l'équipe technique qui me disait toujours, genre, tiens, équilibre, tiens, ou oublie pas tes voix de poitrine. Ok, derrière, là, t'as un gobelet, t'as une chaise. Donc, il y avait plein de choses comme ça où j'avais l'impression d'être un marionnettiste dans une espèce de cabine de contrôle et d'auto-guider en fait tout, quoi. Donc c'était encore l'expérience de faire 10 000 trucs en même temps. Bon. Moi je pense qu'on pourrait aussi écouter, enfin je sais pas si on va avoir le temps de passer, parce que je voulais faire écouter plein de choses aussi. J'aimerais bien qu'on continue à aborder la question de l'identité comme ça multiple, qui est quand même quelque chose d'hyper récurrent, et comme tu disais tout à l'heure, on fait toujours plein de choses en même temps. Moi, des fois, je te parle, en même temps, je pense à qu'est-ce que je vais dire après, etc. Donc, il y a des conflits internes, et il y a aussi les conflits des injonctions sociales à être quelque chose, à être compétitif, à être, donc, il faudrait ne jamais laisser transparaître ces conflits internes. Et t'es l'objet principal d'un de tes travaux aussi. Je sais pas si on aura le temps d'entendre le morceau, je vais mettre je vais passer
qui vient du périmètre de Denver. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est l'étape intermédiaire où tu as fait cette exposition à la Galerie Anne Barrault qui te représente maintenant et où tu as testé quelque chose avec des photos, pas des photos, des vidéos, des stocks vidéos, des vidéos conçues gratuitement et un processus où derrière lesquels tu les as réappropriés, tu les as détournés pour en faire des objets intimes qui sont complètement où il y a un décalage entre effectivement ces images totalement lisses et froides, celles du merveilleux monde technocapitaliste où tout est lisse et ce que tu as fait de transparaître juste à travers les voix. Est-ce que tu peux parler un peu de comment, puisqu'on retrouve certaines des voix dans la romance, donc est-ce que tu t'en es servi aussi comme un work in progress pour tester aussi tes monologues dans romance? Enfin, je sais qu'il y a, tu sais, this is my wife, this is my vote. Ouais. On retrouve dans le spectacle. Ouais. Et comment c'est articulé ce travail en garde d'hier, en fait? Déjà, c'est Anne Barrault, qui est là, qui a vu ce spectacle-là. Donc, je venais d'entendre un court extrait de l'annonce qui m'a dit tiens, viens faire une exposition. Du coup, j'étais terrorisée parce que je suis pas artiste. Et en même temps, j'ai toujours aimé l'art vidéo. Donc, je lui ai dit, je vais faire de la vidéo. Elle m'a dit, parfait, ça ne se vend pas du tout. C'est une catastrophe. Donc, elle m'a dit, c'est parti, on le fait. Donc, j'ai aussi discuté avec Clément Cogitor, qui vient quand même de là. J'avais été très inspirée par un film qu'il a fait qui s'appelle The Evil Eye, où c'est une récupération comme ça de banques d'images vraiment de pubs ou d'images de films d'entreprise et c'est vrai que ces images-là, je les trouvais très intéressantes, très séduisantes et pareil, je savais pas très bien pourquoi, mais j'avais envie de travailler avec ça et donc je me suis dit tiens, effectivement c'est la logique aussi, une réflexion que j'ai eue sur ce dernier spectacle, c'est que en fait les logiques là des marques ou du monde publicitaire ou du capitalisme du désastre comme l'entend Naomi Klein, en fait on pourrait croire que ça a été inventé là, mais en fait on en a hérité et c'est vrai que j'ai un peu regardé tout ça et beaucoup de la forme du christianisme et de l'inquisition la pire, et que en fait ça m'a beaucoup interrogé de voir sur l'imagerie par exemple, sur les logos, croix, virgule, on a sur évidemment l'imagerie aussi, c'est-à-dire des images comme les vitraux des cathédrales, c'était le cas pour les gens qui étaient analphabètes, on pouvait bien être terrorisé par l'enfer tout en ne sachant pas lire, donc il faut payer la dîme, donc en fait comme ça t'es pas exclu, c'est logique d'exclusion, de peur, on a le vendredi poisson et la messe et on a le Black Friday, enfin bon bref, du coup toute une chose comme ça, je dis pas que c'est vrai, je ne suis pas conspirationniste, mais il y a quelque chose comme ça qui m'a plu en fait dans cette idée que en fait c'était pas inventé, et en fait c'est presque au pied de la lettre que ça a été repris, et donc et aussi du coup Naomi Klein évidemment avec cette idée des émotions et de comment en fait les pouvoirs, les puissances, la publicité colonisent nos émotions collectives jusqu'à ce qu'elles nous en séparent pour imposer leurs récits à eux. Ces récits-là étant dans ces banques de données d'images, beaucoup, en fait, qui, enfants des années 80-90, étaient saturés par ça. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça fait de mettre une voix intime avec des problématiques intimes, de faire du doublage d'images complètement, comment on dit, cliniques et qui nous, et de les rendre émouvantes. Voilà. C'est toute une esthétique aussi
qui a été développé aussi. Il y a presque des stratégies politiques de réappropriation comme ça de matériaux très corporate qui sont vraiment tous les trucs de développement personnel. Ou presque dans les vidéos même, on peut y voir à la fois ça peut être quelque chose qui est juste film d'entreprise et ça peut être aussi je sais pas, presque la scientologie. Il y a quand même quelque chose d'assez angoissant là-dedans, parce que c'est toujours des images très performatives avec voilà, on fait voilà, mais pour être performant en entreprise. Donc il y a une vice cachée derrière ces images. Enfin, il y a derrière. Mais le mieux, c'est peut-être qu'on voit un peu le travail que tu as fait, qui n'a pas été beaucoup montré. Donc je te propose qu'on regarde. Shameless. Voilà. Ça me donne envie de le revoir, cette fête du poète de d'honneur. C'est vrai. Oui, j'ai l'impression que la vie, elle passe hyper lentement, quoi. J'ai l'impression que ça fait 150 ans que je le vois quand on leur envoie ces trucs qui étaient il y a 3 ans, là, je crois que c'était il y a 15 ans. Tu écris pas ça ou... Les deux, hein. À ce point, I have absolutely no idea of what I'm doing. So I should start by doing it. When you are angry, you are just a protagonist in someone else's story. But when you let your anger go, you reclaim your own story. You become your own protagonist again. Easy to say, isn't it? Live well, to love well, for here is the wonder. It's the sound of your heart that will strike the ear. Carry on. 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 I have to find
a way of organizing my life to stay in touch with life. Carry on. This is my boat, and this is my vacation, and this is my wife, and this is my sea, and this is my country, and it's my idea. Il y a déjà, on a eu un aperçu avec cette vidéo de. Alors, tu en avais fait 40, je crois, c'est ça. Et une quarantaine comme ça qui était une installation avec des casques dans la galerie. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas vraiment réussi à installer. Il n'y a pas quoi. Et après, c'est normal parce que j'étais un bébé installateur. Donc, je pense que c'est. En fait, j'avais mis plein d'écrans avec 5 films par écran. En fait, ça faisait un peu bonjour à la médiathèque, quoi. Et alors que. Non, mais si je leur faisais là, après, c'est Théo Mercier qui m'a dit ça. Donc, c'est pas gentil, déjà. Non, mais il a raison. Je pense que ça aurait été peut-être pas mal de créer un espèce de salon Ikea qui allait avec ces images et d'être face à cette boucle de 40. Parce que c'est vrai que là, quand on arrivait, on voyait tous les films et c'est vrai que ça envoyait du pâté, quoi. De voir tous les films et tout, j'aimais bien. Mais c'est vrai que c'était pas mal de pouvoir être pas debout. C'était déjà, je soumettais aussi le spectateur, un truc qui est pas facile d'être debout pour regarder ça alors que t'as envie avec cette voix un peu soporifique, très Laurie Anderson, planante, t'as envie de t'abandonner à cette transe-là. Donc si je le refais, si vous voulez, ben je ne ferai pas comme ça. Tu vas refaire d'autres projets, soit d'exposition ou de là, je pense que un peu à plat après ça, à partir de la romance qui va se jouer dans énormément de salles par la suite. Est-ce que tu arrives, parce que quand même tu ne t'arrêtes jamais, même si tu disais tout à l'heure que tu as traversé des états émotionnels très fragilisants, tu es quand même dans une... tu te démultiplies aussi à chaque fois dans des tas de projets. Est-ce qu'il y a toujours devant toi autant de choses Bah, disons que c'est vrai que sur ce projet-là, le projet de spectacle, je me suis dit, tiens, c'est marrant, il y a un double terme qui m'est apparu, qui est celui d'obstination, enfin, d'être obstiné, et que, en fait, je me suis rendu compte comme Rebecca Warrior, par exemple, et quelqu'un comme ça, de gens qui continuent à avancer, qui se soumettent pas, qui sont des espèces de figures de résistance, malgré les deuils, malgré le poids des choses, et qui font penser beaucoup à des figures mythologiques. Tous les gens qui font partie de cette équipe-là, d'entêtés joyeux aussi, comme Atlas, comme Sisyphe, donc pas mal de gens comme ça, aussi comme Eddie Eagle, le champion de saut à ski, qui était complètement pas du tout talentueux et qui a essayé de faire plein de fois les JO et qui s'est explosé au sol plein de fois, mais il était hyper heureux en fait de recommencer, d'y arriver. Et c'est vrai que des fois il faut, dans ce que je fais, plus de courage que de talent. Et donc tout ça pour dire que c'est vrai que là j'ai fait l'expérience de passer par des expériences d'exposition et j'ai eu envie de revenir à un art original que je connais bien aussi, et c'est assez émouvant aussi d'être passé par là pour mieux revenir à
Après, j'écris un film, là. Donc, voilà. Il me dire tout et son contraire. On va peut-être juste se quitter avec un dernier extrait. Juste cette fois-ci, cette parenthèse que tu avais à Arles, tu avais fait une collaboration avec cet artiste Nuke Swan. Ouais, je ne sais pas si je peux continuer. Nuke Swan. Nuke Swan. Ouais, c'est ça. Ça pourrait durer des heures. Ouais. Quoi? Vas-y, dis-le. Non, je veux que tu le redises. Écoute, en tout cas, cet artiste, photographe, tu avais fait une exposition à Arles. Elle faisait des photographies et tu avais fait la bande-son, notamment. Enfin, en tout cas, tu avais créé une installation sonore à partir de ces photos. Ça aussi, c'est une expérience un peu inédite pour toi de faire des collaborations dans ce type de cadre. Ouais. Ouais. Oui, c'était assez intéressant parce que je pense que toutes les deux, on cherche pas du tout les mêmes choses, mais il y a eu quelques points de rencontre, donc ça m'a beaucoup apporté aussi, je pense. Quelqu'un qui vient de la mode, beaucoup, donc qui recherche des esthétiques très parfaites. Stylisées. Voilà, alors que moi, je recherche la faille, parce que je crois qu'on ne se construit jamais que sur des failles et pas sur du solide, quoi. Et je pense que quelque part, des fois, en cherchant la perfection, bizarrement, ça se rejoint, quoi. Donc je me synthétiserais cette expérience comme ça. Bah, c'est une bonne façon de résumer aussi ta démarche. Voilà. Si Vimala est d'accord, peut-être qu'on peut aussi c'est vrai. le micro pour une ou deux questions, pas plus, parce qu'effectivement après oui, ce serait les glaçons vont fondre. Mais voilà, on peut faire ça. Peut-être on regarde. Il faut se répéter. Moi, toujours est-il que peut-être on écoute ce dernier extrait et ensuite on passe le micro pour nous. Ok, on va s'ambiancer un peu et puis je vais mettre ça. Je sais. C'est presque le morceau. I'm a combination of boredom and shallow excitement. I can't go to a nightclub. I can. I'm already one. I'm a combination of boredom and shallow excitement. I can't go to a nightclub. No, I can't. I'm already one. Soon. I could carry the world. I could inhabit what it. I could inhabit my own. I can stop, I can eat, I can hold. I can laugh. I'm a lazy girl. I'm a lazy girl. I'm a lazy girl. I'm a lazy girl. I'm an adventure hope. I'm down with God, and I couldn't walk. Take my hand, then fall. Take my fallen hair. It will end. It will help. Soon. You're facing me. You're crazy like you. In my head.
lazy glow. Yeah. Et ben voilà. Est-ce que je passe le micro? C'est toi qui le passes. Je vais faire s'il y a des questions. Monsieur aux questions. Oui, Malin, je voudrais vous remercier. J'étais dimanche à l'Odéo. J'avais dit que je ne sauterais plus les pieds. Sauf pour voir Angelica Lidl, parce que je pense que vous êtes une Angelica Lidl laïque, je dirais. Les points communs, c'est vous nous déversez un peu un bébé plein de caca sur les genoux, vous nous en libérez, et ça nous libère aussi en même temps. Et après, vous nous donnez autre chose. Vraiment, vous m'avez donné une liberté dimanche. Vous pouvez pas savoir, j'étais avec une jeune amie chinoise. On était tous les deux. Ça m'a rappelé quand j'étais allé voir Bob Wilson, Le Regard du Sourd, en 73. J'avais un vélo Solex à l'époque. Et je vous assure que mon vélo Solex s'est envolé. Là, j'avais pas de vélo Solex, mais je me suis envolé en sortant. Et je vous remercie. C'est trop gentil, c'est quoi dans le une merveille. C'est une merveille parce que j'avais vu des spectacles où j'étais prise en otage chez vous. Vous m'avez libéré. Ah ben je crois. Je vous remercie comme Deleuze m'a libéré, le philosophe. Il y a quelques personnes comme ça et je vous remercie. Merci. C'était la première fois que je voyais votre spectacle. Et je n'avais pas entendu, je connaissais rien de vous, mais je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions. Si oui, levez la main. Bonsoir, merci. Le film que vous écrivez, c'est un film où vous jouerez dedans et vous réaliserez? Je ne jouerai pas dedans, mais je vais le réaliser. Moi, je voulais savoir ce que vous avez apporté Paris 8. Enfin, je crois que c'est Paris 8, hein, c'est ça. Et, ah non, il a dit ça. Attends, Paris 8, c'est quoi déjà? C'est le cinéma ou c'est l'autre? Cinéma. Ouais, c'est ça. Enfin, anciennement, c'est quoi? C'est Paris 4 Michelet? Je sais pas. Je connais que Paris. Pour ma chambre. Ça, c'était Et aussi, comment vous composez, si c'est un engrenage, si c'est vous qui composez tout, si vous récupérez les choses, enfin, c'est des questions. Composer les textes. Votre musique. Ah, la musique? Ouais. Alors, Paris 8, c'était trop bien. Parce qu'avant, j'étais à Paris 4. À Michelet, là, il y avait marqué Vive le roi, à mort les Arabes et les Juifs dans les toilettes. Ça m'a pas trop plu. Et puis, c'est vrai que je venais d'une école de banlieue où j'avais fait l'histoire des arts. Et là, c'était l'histoire de l'art. Et il y avait vraiment que architecture, peinture, sculpture. Et c'est pas grave, hein, c'était se spécialiser, mais la dernière disserte, là, comment on appelle ça, des partiels que j'ai fait, genre le type est rentré et il a marqué Manet / Monet. Et il est parti, et là j'ai fait, alors là, il fait mon frère, ciao. Et j'ai tout écrit sur un pôle, là. Et j'ai pris le quart, du coup, j'ai écrit toute une disserte sur Fellini. Et j'ai eu 8, ce qui est en fait une très bonne note pour Paris. Et c'était super, ouais. La fac de Saint-Denis en cinéma, parce qu'on écrivait déjà, en fait, avait des mises en pratique. Et moi, je voulais faire la Fémis en scénario. Puis finalement, j'étais prise au conservatoire, du coup, voilà. Mais j'ai adoré. On voyait énormément de films. Il y avait vraiment, moi, je voyais 4 films par jour. C'était une très, très, très bonne expérience. Fac vraiment de gauche aussi, où si tu mérites 16, t'as 16. Et pas si tu mérites 16, t'as 10. Je n'ai pas compris ce truc d'ailleurs. Et l'autre question, moi déjà, je ne suis pas musicienne du tout. Justement, j'ai arrêté de faire de la musique là pour le spectacle que je faisais. Et j'ai confié cette musique à Thierry Garrigel et Rebecca Warrior,
Danse Musique Rhône-Alpes et Fiona Moumbet, parce que je commençais à arriver à cet endroit où t'es nul, tu vois, t'es nul avant, et en fait, à un moment, tu deviens moins nul, et là, tu deviens vraiment nul. Parce que, en fait, quand t'es nul, mes amis musiciens, ils étaient, enfin, tu vois, c'est très maladroit, quoi. Et il y a même des trucs où je partais complètement à l'envers en batterie, et ils disaient, mais c'est génial d'être aussi nul. Et vraiment, ça crée des trucs, ben voilà, enfin, vous voyez, comme... de chaque. Ouais, c'est complet. Voilà, bon, vous voyez très bien. Et du coup, après, quand tu deviens moins nul, et commencer à être un peu, voilà, et bien là, ça devient vraiment nul, et là, il faut bosser 10 ans pour vraiment devenir musicienne, je pense. Donc, je me suis arrêtée, et parce que aussi, je pense que j'étais au bout de mes. de trifouiller avec des synthés, et de faire des trucs où il y avait sur la carte son. Donc, voilà. Et en fait, là, quand je composais, souvent, en fait, c'était jamais, en fait, je suis jamais sur les ordis, c'est toujours des synthés. Et du coup, c'était direct les nappes, tout le temps. D'abord la musique, et ensuite, j'écrivais des textes, et puis en fait, je chantais dessus. Ce qui est, par exemple, l'inverse que fait Rebecca Warren. Ouais. Qui sonne. Je pense que c'est caresse. Et quand même, qu'il y a quand même, t'as collaboré avec pas mal de gens à la production, au mixage et tout ça. Il y a eu Olivier Demeaux, par exemple. Totalement, ouais. Olivier qui travaille dans iMath et qui était dans Cheveux. Ouais. Il y a Danse Musique Rhône-Alpes aussi. Danse Musique Rhône-Alpes qui a écrit la musique de ce que vous allez voir des vidéos. Ciao, super musicien. Ouais. Il y a Victor Pro qui est un très très bon mixeur. Ouais. Et Thériac arrivait là sur ce track-là. D'ailleurs, ça s'entend direct parce que les autres, c'est Mawa et c'est. D'autres questions? Petite dernière question? Allez, une dernière éventuellement. Ouais, je te laisse. Ah, si, merci. Je fais j'aime. Dinana, tu m'as dit à propos de ta résidence 36F, qui est un centre d'art contemporain situé dans un centre psychiatrique. Lors de ta résidence, qui était vraiment les prémices de la création de la romance, je ne sais pas si tu te souviens, mais tu l'as dit un jour, j'ai rencontré une personne là-bas qui avait un trouble et qui m'a dit quelque chose, une phrase. Est-ce que tu te souviens? Une très jolie phrase. Tu te souviens de cette phrase ou pas? Oui. Enfin, il y en a eu pas mal d'ailleurs, hein. Mais c'est vrai que en fait, c'est un endroit, c'est un centre d'art où les gens qui sont en parcours de soins lourds déjà sont pas obligés de venir. C'est-à-dire que les personnes viennent si elles ont envie de venir. Donc ça, c'est plutôt beau. Les gens qui sont en parcours ambulatoire peuvent revenir et voir. Les spectateurs de la Criée ou de Marseille, d'Aix-en-Provence peuvent venir. Et en fait, il n'y a pas de blouse blanche. C'est-à-dire que les soignants sont là, mais tu sais pas qui est en haut. Et donc, moi, j'ai passé 4 semaines et pour faire évoluer l'écriture de cette partition 150 émotions dont je vous ai parlé, j'ai présenté chaque semaine devant ce public-là qui voulait bien venir cette évolution. D'abord, c'était 10 minutes, d'abord 20 minutes, chose. Et c'est vrai que il y a eu des gens qui étaient autistes, des gens qui étaient une jeune fille très 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 dépressive, vraiment sous une camisole chimique très très forte, qui est venue me voir au bout d'un moment et qui avait pas parlé depuis 3 mois et qui m'a dit elle m'a dit vraiment ce rythme-là, quoi, de paroles du coup très sédatées, quoi. En fait, ça c'est comme la vie, ça va pas, mais ça va quand même. Et c'est vrai que c'était exactement ça que je voulais dire, quoi. Et voilà. Et c'était incroyable comme expérience de pouvoir partager ça, parce que je leur avais demandé juste de me faire des retours. Je ne faisais pas des ateliers où je leur ai pas piqué des phrases, par exemple. Et c'est vrai que pendant que je faisais cette partition, à l'Odéon, personne ne dit rien, ce qui est normal, c'est la promotion.
Mais là, il y avait des patients qui sont venus sur scène quand je pleurais pour me réconforter. Il y en avait, par exemple, il y avait quelqu'un où j'ai dit, à un moment, je disais, non mais allez-y, amusez-vous. Et là, il y a une fille qui a fait, comme ça, mais vraiment hyper longtemps. Et c'était vraiment génial. Enfin, vraiment, il y avait... Ou si je disais des choses sur l'amour, il y avait un jeune homme qui disait madame, moi aussi j'ai aimé une femme. Et là, je fais c'était trop bien ce dialogue-là. On n'a pas forcément tout le temps. Bien, merci Vimala. Merci à vous, c'était super. Ouais.